Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Trou du Diable et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Hello, and welcome to Nick, our podcast de dictionnaire. Everybody, sit down, prends un verre d'eau, fais quelque chose parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode que tout le monde a dû parler dans leur vie privée depuis des années. Le meeting de Jesse Fish et Nick Gagnon qui peuvent facilement parler des heures de temps. Des heures et des heures, c'est déjà été fait, ma blonde peut le constater. Mais aujourd'hui, on va faire ça via Zoom. Aujourd'hui, on va essayer de rester sage avec le temps, mais surtout de mettre l'emphase sur mon invité. The one and only, le Vincent Peake of his generation. Puis je suis assez vieux maintenant pour savoir c'est quoi cette référence-là. Encore une fois, j'aurais aimé ça le voir en personne et le faire vraiment face-to-face, parce que c'est comme ça que les meilleurs convos se passent, mais on va faire ça via un écran. C'est juste un concours de circonstances qui fait en sorte qu'on est de même en ce moment. I love that. Monsieur Jesse Fish, how are you, my friend? Ça va bien. Salut, Nick Gagnon. Ouais, je trouve que le mood en ce moment, je pense qu'on va très Radio-Canada, très parler lentement, mais on est bourré d'énergie. Je pense que ça va se déballer bientôt, là, mais I'm just happy to have you here parce que là, comme les gens ils savent, là, je fais mes podcasts via Zoom avec mes invités. Pour le but de juste sortir du stock, parler avec des gens. J'ai pas vu du monde, ça fait un petit bout. Puis surtout dans le cas de Jesse, on est tellement liés un à l'autre via nos projets, notre amitié, que c'est même pour moi, c'est une bonne petite retrouvaille après toute cette histoire de COVID-là. Fait que comment ça se passe, toi, depuis qu'on s'est vu la dernière fois avant tout ça? Je pense que depuis le début, ça va bien. Je pense que tout le monde est des gens quand même privilégiés. C'est-à-dire que on a tout et moi quand même un entourage sain, des amis sains, on est capable de faire de la musique, bref, on est capable de bien se débrouiller dans le pire. Puis moi, je pense, depuis le début de cette situation-là, beaucoup aux autres. J'ai beaucoup d'empathie pour les autres artistes qui peuvent peut-être moins bien s'en sortir, pour les gens qui ont perdu réellement le job mais qui n'ont pas nécessairement des compensations. Bref, je pense qu'au niveau de la santé, ces trucs-là, je sais que toi, tu as des jeunes enfants, puis je souhaite vraiment surtout que ça se passe bien. Puis j'imagine que si ça se passe bien, chez toi, ça va faire que le reste va bien se passer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'il n'y a rien qui se passe comme ils veulent. Fait que c'est plus à eux que je pense, puis j'espère surtout que ça change pour ça. T'sais. Non, absolument. I mean, tu l'as tellement bien dit. Là, j'ai fait quelques épisodes déjà, on tape ça à l'avance, mais avec tous les musiciens avec qui je parle, ils ont toute une histoire de quelqu'un qui a juste tout perdu. Justement, un il a parlé d'un suicide carrément. Là, quelqu'un s'est suicidé avec la pression de tout ça. Fait que tu sais, on vit un moment qui est pas super drôle. Puis comme tu dis, on est très privilégiés. Comme on est des créateurs de contenu, on est des gens qui ont tout le temps l'hamster qui pédale et on a aussi la chance d'avoir fait assez de stock au fil des années pour nous garder occupés. Mais comme tu dis, mon empathie, c'est avec surtout dans le milieu culturel, je te dirais que dans les deux, que ce soit les gens qui travaillent dans la restauration ou dans d'autres compagnies qui ils se font carrément mettre à la porte temporairement. Il y a des entrepreneurs qui font partie des entreprises qui n'est pas sur grand-chose. Là. Par exemple, justement, comme tu dis, mettons, des restaurateurs, mais qui n'ont pas, comme c'est pas une chaîne, c'est pas Saint-Hubert, mettons. Fait qu'eux autres, qui aient 2 ou 3 mauvaises journées, ça peut vraiment changer l'allure de est-ce que j'abandonne ou pas mon entreprise. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner l'entreprise, qui vont penser à d'autres choses. Ça va tellement brasser les cartes qu'il va y avoir du bon et du mauvais, certainement. Il va y avoir des écorchés, il va y avoir des gens qui avaient des rêves, que les rêves vont tomber. Il y a des gens qui avaient prévu pour partir en voyage, qui ne peuvent pas partir, puis ça, je me dis, ça, c'est pas grave, tu retourneras en voyage. Mais ceux qui avaient prévu aller en voyage parce qu'ils ont genre 72, puis que là, ils sont pognés à la maison, puis ils savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir voyager à cause qu'ils sont vraiment fragiles au COVID, puis ils vont dire, je vais peut-être plus jamais pouvoir voyager. D'autres, ils ont peut-être reporté toute leur vie les voyages, là, mettons. Je pense beaucoup à ces gens-là. Non, c'est ça. C'est comme tu dis, il y a un avant et un après. Moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est pense au 11 septembre. Tu regardes un film dans un aéroport, tu fais, ben voyons donc, c'était de même, ça se peut pas que ça soit. Mais là, on vit quelque chose comme ça, que là, on va regarder les films de 2008, faire, voyons qu'on faisait ça de même. Tu sais, puis, comme tu dis, l'impact sur les gens, l'effet domino sur le reste. Tu sais,
pour moi, c'est comme tu dis, il va y avoir du bon qui sort de ça. L'exemple que je donne tout le temps, c'est l'histoire du télétravail, l'histoire d'être plus efficace avec les moyens qu'on a. Tu vois, quelque chose qu'on fait en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Pourquoi que c'est pas de même pour toutes les communications? Tu sais, pourquoi on se déplace? Pourquoi on crée du travail? Tu sais, la meilleure chose qui pourrait arriver à la planète Terre en ce moment, avec toute cette histoire de COVID, à part toute la tragédie humaine qu'on a vécue, c'est que on part du bon pied puis on met les bonnes affaires qu'on parle depuis des années en place. Puis là, on a eu la chance de l'essayer quasiment. Absolument, t'as tout à fait raison. Si au moins, je veux dire, peut-être qu'au début, tout le monde aurait été capable de se trouver des raisons pourquoi pas faire du télétravail ou pourquoi pas faire des podcasts à distance. Moi, ça serait trouver une raison. Tout le monde aurait dit, moi, je pense que ça va être de même, le monde ne triperont pas. Mais là, on n'avait pas le choix de l'essayer. Les gens n'avaient pas le choix de le faire. Ça nous a poussé à laisser. Puis tu sais quoi? Il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'on dit, hey, le déplacement, incroyable. C'est la distance, les meetings à distance, que tu te déplaces 1 heure pour un meeting de 15 minutes, je veux dire, fuck that. Fait que, tu sais, la musique, même ceux qui commencent à taper à distance avec des collaborations internationales, c'est con, mais c'est une chose qu'on hésitait. Plugger des affaires pour être capable d'envoyer des tunes. Je sais que tu l'as fait récemment. Moi, je l'ai fait aussi. Je me dis, wow, tu sais, comme qu'avec des artistes à l'international, c'est tellement plus facile qu'on le pensait. Bon, il fallait juste qu'on se batte. Non, c'est ça, tu sais, comme tu dis, c'est de se booker des artistes à l'international, puis de faire, exemple, comme du remote. À l'époque, ça ressemblait comme, pas un tabou, mais ça a été, c'est pas in the room, c'est pas real, puis, tu sais, les musiciens qui j'ai vu qui ont pivoté, comme, moi, je suis un petit peu mitigé quand ça vient à tout ce qui est histoire de concert virtuel, parce que c'est un band-aid, tu sais, je vois ça comme, ça peut pas être, on peut pas remplacer la chaleur humaine, puis c'est sûr que c'est puis je me mets dans la peau des gens qui, c'est leur gagne-pain, c'est ce qu'ils veulent faire, ils l'ont, tu sais, tu sais, comme dans le cas de Route Pompier avec ce concert live, tu sais, t'as un album qui sort en plein pandémie, tu sais, t'as besoin de continuer, t'as besoin de sortir ton stock, les gens ils veulent t'entendre. Fait que j'étais tellement comme, OK, il y a tellement des bons côtés, des affaires qui vont changer pour le bien, mais j'espère qu'on va revenir aussi sur certaines affaires tu sais, ça met en l'emphase sur ce qu'on tenait à cœur. Oui, je pense qu'on est nostalgique déjà de l'époque où on pouvait juste sortir, aller faire des spectacles. T'as raison, tu sais, moi, dans le fond, le contexte qui me touche le plus présentement, c'est ça, c'est j'ai un band qui sort un album aux 4 ans. C'est ça depuis le début. Ouais. On a 4 ans est arrivé, on est allé en Norvège, taper l'album, on revient ici, on sort l'album le 20 mars. Ben, tu sais, c'est comme 4 jours avant, tout le monde rentre à la maison. Fait que là, on se dit, OK, toutes les shows qu'on avait prévues, les affaires, c'est sûr qu'on reporte ça. Mais pour combien de temps? Au début, tu te dis 2 semaines, 3 semaines, on ne sait pas trop. Non, on est rendu 3-4 mois plus tard, puis moi, c'est clair depuis longtemps que je ne ferai pas de spectacle pour cet album-là avant une bonne année encore, peut-être. C'est-à-dire qu'on a des dates de prévues qu'on fait juste repousser. Mais avant qu'il y ait un moment où on puisse faire des mosh pits en bedaine, c'est qui? On va être les derniers, là. J'en parlais hier avec la gang de Boundaries, c'est on est ce milieu artistique-là où les gens sont dans une foule collée en bedaine, puis ça se suit un sur l'autre. Ce moment-là, tu sais, qui a existé, c'est arrivé du jour au lendemain. On n'a pas eu la chance de dire au revoir, mais c'est pas demain que ça va être ça. Quand on va pouvoir voir un mosh pit en bedaine, ça va être le jour où il va y avoir eu un vaccin depuis longtemps, que tout le monde va se sentir safe. Oui, absolument. Il va avoir lieu les spectacles d'humour avec des gens un peu distancés, des affaires comme ça va revenir un peu, il va y avoir comme quelque chose de graduel, mais les mosh pits et les circle pits, pas de chance. Ben c'est drôle, mais l'ironie là-dedans, c'est que ceux qui en ont plus besoin que ça roule tout de suite, puis que justement, c'est pas des millions de dollars qu'ils ont en pub, c'est ceux qui vont être obligés d'attendre en dernier quasiment, tu sais. Puis je pense même avec Kamakazi, tu sais, je veux dire, nous, le dernier show que j'ai fait avec Kamakazi, ça date à l'an passé, l'été passé, carrément jour pour jour quasiment à l'année passée. Puis même avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, avec moi qui ai eu des enfants, on voulait repenser à notre manière de faire éventuellement, tu sais, comme dans nos discussions. Puis là, tu vois, quand le COVID est arrivé, je dis, ben tu sais, c'est mauvais, c'est une malchance, mais en même temps, ça nous force vraiment à l'appliquer. T'sais, on pourra pas faire, non, finalement, on va faire comme d'habitude. C'est comme là, on n'a vraiment pas le choix de s'adapter à la nouvelle façon de faire. Que l'être humain est fait pour s'adapter. Là, nous, on s'adapte en tant que musicien, mais ça, je veux dire, les artistes se sont toujours adaptés mieux que n'importe qui. Qui, dans quelle industrie, tu sais, mettons, toi, ta job dans la vie, c'est de faire du ciment. Le jour que le ciment arrête d'exister, on va pas te dire adapte-toi, tu sais. Nous, les artistes, c'est comme les disques n'existent plus, adaptez-vous. Là, c'est les spectacles n'existent plus, adaptez-vous. Tu sais. Je veux dire, moi, je dis souvent, je pose la question à n'importe qui, s'il n'y a pas des ventes d'albums, puis s'il n'y a pas de spectacle, c'est quoi le troisième revenu pour les artistes? Et les artisans qui sont autour des artistes, là. On parle pas juste de ceux qui font de la musique, on parle de ceux qui travaillent avec ceux qui font de la musique. Là. Exact. Donne-moi le troisième revenu. Bonne chance. Exact. Par contre, il y a plein d'autres industries qui peuvent se renouveler. Si tu fais de la toiture de maison, puis soudainement,
tous les gens veulent plus s'acheter des bungalows, ils veulent habiter dans des condos. Il y a moyen, là, ton métier, il y a moyen de le transformer en quelque chose parce que tu fais de la construction de façon générale. La musique, les gens continuent encore plus que jamais d'écouter de la musique, mais les artisans de la musique ont perdu toutes les sources de levier qui pouvaient nous permettre de créer, à part le fait qu'on est résilient et qu'on est capable de créer avec rien, en fait. C'est-à-dire que les artistes ont toujours été habitués d'avoir rien. Fait qu'on est habitué dans un sens de se dire, bon, j'ai rien, mais je vais quand même trouver une solution de pogner une guitare et de composer des accords. Ben, c'est exactement ça, tu vois. C'est comme les podcasts, la même affaire. Le monde faisait des podcasts face à face et ils font via Zoom. Les gens qui faisaient, comme là, tu vois, la seule industrie que je pense qui est dans l'entertainment qui a su rester en vie, c'est carrément parce que c'est le format qui le permet, c'est l'animation, c'est le cartoon puis le 3D parce que les gens ont pu continuer leur travail de la maison, les voix peuvent être faites dans des studios, c'est comme c'est un des seuls que je vois, quand même le cinéma a pas la chance de revenir, les gros films, tu sais, je sais pas si les gens ils réalisent là, mais il y a pas de gros film qui est sorti depuis quelques mois, tu le feel, tu le vois la différence, puis c'est ça que je trouve que l'industrie du cinéma a aussi pris un recul, peut-être que l'industrie du cinéma s'est dit ouais, peut-être qu'on sortait de n'importe quoi. Je sais pas, peut-être que l'ordre des priorités change. Peut-être que les artistes aussi ils vont se dire, ouais, là, je vais peut-être sortir plus souvent des EP ou des tunes tout seul, mais je vais au moins faire on va se re-questionner, on va brasser les cartes, ça c'est sûr. Mais je peux pas te dire, par exemple, que présentement, je trouve qu'on est dans une bonne situation. Même moi, je suis dans j'ai un label, tu sais. Fait que j'ai des employés, puis nous, on essaie de penser pour qu'est-ce qu'on peut être comme levier pour les artistes, comme intermédiaire pour les aider. Puis nous, on est supposé d'avoir tout le jeu. On est supposé de voir toutes les cartes, aucune carte cachée. On est supposé être capable de dire, à cause du métier qu'on fait, on devrait tout connaître. Puis même sur de toutes les cartes, on ne sait pas quoi jouer parce que finalement, le jeu, il n'y a rien, il se passe pas out. T'sais. Les subventions, quand ils annoncent des programmes, c'est pour calmer un petit peu la hargne des artistes qui disent qu'est-ce qu'on va faire. La réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment reçu de réponse encore claire sur quelle sera l'aide concrète. Fait que moi, je peux même pas dire à un band comme Kamakazi, écoutez, pour votre album, on va pouvoir le faire parce qu'on a reçu telle aide, puis normalement, on avait ça, puis là, maintenant, on a sorti. C'est pas concret. Puis, je comprends qu'on soit les derniers à la fin qui vont avoir des réponses. Je le comprends. Mais je pense que tout le monde a déjà été dans une incertitude. Tu t'es peut-être déjà posé la question comment tu vas faire pour tes enfants pour provide, là, tu sais. Mais les artistes, ils se posent cette question-là aussi. Peut-être que les gens, en général, écoutent ça et ils se disent, on s'en fout un petit peu de vos vies à vous autres parce que c'est pas important. Je le sais. Je sais que les gens en CHSLD, eux autres, ils ont des problèmes vraiment plus majeurs que nous. Mais ça reste qu'on a quand même des inquiétudes. Ces inquiétudes-là, ben, dans le fond, je pense que les gens peuvent comprendre c'est quoi avoir une incertitude sur c'est quoi ton avenir. Mais les artistes ont une incertitude sur comment ils vont pouvoir créer encore. Les artisans autour des artistes aussi, ils se disent, comment je vais faire? Il y a des gens qui montaient des stages pour des festivals l'été. Eux autres, c'est pas des artistes, mais c'est des gens qui travaillent, qui ont des métiers manuels avec des cartes, des connaissances. Ils peuvent monter avec des harnais, des trucs pour sécuriser un stage, tu sais. Ouais, eux autres, ils vont pas monter aucun stage pendant la prochaine année, c'est sûr. Fait que là, tu dis, cette personne-là, faut-tu qu'elle aille retourner à l'école pour apprendre à être enseignant en philo, peut-être? Je sais pas. On a ri des gens qui étaient enseignants en philo en disant, ça servira jamais à rien. Si ça se trouve, l'enseignant en philo a un job plus que n'importe qui d'autre de ce temps. Mais tu vois, c'est comme tu dis, il y a comme pas un genre de pivot, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, l'art, la musique, la création de contenu, tu sais, ils se font demander les derniers à dire, hey, adaptez-vous, faites les subventions, toute la patente. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, comme tu dis, il y a un effet de domino incroyable, dans le sens que, tu sais, la musique, on en profite à tous les jours. On ouvre la radio, il y en a. On regarde un film, il y en a. Tu sais, c'est quelque chose. La COVID, toute cette histoire-là m'a montré à quel point des affaires essentielles qu'on prenait pour acquis ont tellement un effet domino. Il y a une chaîne qui doit se suivre pour arriver à ce point-là. Que ce soit aussi simple qu'à faire un festival, que ce soit de l'entertainment pour les gens, de sortir les gens de leur maison. Puis, tu parles de Kamakazi, le meilleur exemple que je peux donner, c'est la toune de Loud. Fait que la toune de Loud, on avait, à cause de les contraintes qu'on avait de studio, contraintes de temps, on n'avait pas le choix de faire ça différemment. C'était quoi différemment? C'était, alright, ben, on monte ça à distance, on vient une journée au studio, on tape tout ça, puis tout le monde s'en va. Tu sais, il n'y avait pas un processus comme un album, mais tu sais, c'était la manière de le faire le plus court moment, avec les moins des ressources possibles, pour potentiellement en avoir plus. Puis là, après ça, si ça joue à la radio, tu sais, ça, c'est hors de notre portée. Mais on a dû adapter. Puis même chose avec travailler un album. Tu vois, comme tu parlais tantôt du projet que je travaille avec des ex-membres, des personnes. C'est carrément des chansons qui me servent plus. Des chansons qui ont juste pas fait la cote. Des chansons qui auraient servi à d'autres artistes. Parce que moi, mon année de réalisation a été complètement coupée. Moi, je réalise aucun autre artiste cette année. J'avais au moins 4-5 artistes qui étaient venus, des albums que j'allais travailler dessus qui ne peuvent pas se faire. Fait que, tu sais, moi, j'ai plein de stocks qui restent là à rien faire. Puis tu parles de pivoter, créer du contenu. Mais tu sais, je suis un gars comme toi, on est des créateurs de contenu. On veut créer, on veut sortir du stock.
Fait que j'ai fait, OK, c'est quoi la manière, comment je peux faire ça? Fait que, tu sais, exemple, faire du remote recording, j'ai dû apprendre à le faire, tu trouves les ressources à le faire, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis pas juste que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est pas tout, comme tu dis, c'est pas toutes les industries qui le permettent. Fait que Non, moi, je pense que on a un recul aussi sur toutes tes connaissances. On s'entend, toi, tu es quand même quelqu'un de très, très polyvalent, mais à l'intérieur même de ton propre band ou des gens qui t'entourent, tu n'as pas cette même polyvalence-là partout. Ce qui fait que toi, tu vas arriver à t'en sortir, puis les gens ont confiance que toi, tu vas réussir à t'en sortir, tu vas être indispensable, tu vas peut-être rendu indispensable parce que tu peux créer un podcast, faire un dessin animé, composer les meilleures chansons, réaliser des albums. Bref, il y a des gens qui vont dire ouais, lui, il va s'en sortir, puis ils ont confiance que toi, tu vas t'en sortir. En plus, tu es un nouveau papa, puis tu réussis à travailler autour de tout ça. Moi, je me dis, je suis un peu aussi chanceux dans un sens où je suis dans ta situation aussi. Les gens ont confiance en moi. Ben oui. Les gens, ils se disent, Jess, il va sortir son album avec Rouge Pompier, mais il va gérer, tu sais, son label. Il va modifier sa façon de réaliser des vidéoclips. Bref, tu sais, il va modifier sa façon de faire les choses, mais il est polyvalent. Les gens ont confiance en ça. C'est un investissement, un bon investissement. On a un avantage parce que les gens vont venir vers nous pour chercher du support. Je sais que les gens vont aller vers toi pour aller chercher du support, puis ça, c'est un avantage qui me rend plutôt comme conscient de ce privilège-là que j'ai parmi l'industrie dans laquelle on est. Parce que je fais tous mes amis qui sont pas tous nécessairement polyvalents comme ça, puis moi, je pense à eux. Ceci étant dit, toi puis moi, peut-être qu'on est capable d'offrir quelque chose pour eux autres, pour les aider, mais il y a aussi la partie où la santé mentale existe, puis le COVID nous a touché tout puis moi probablement pareil comme les autres, c'est-à-dire le moral est pas nécessairement là. Fait que même les gens polyvalents qui sont résilients, des fois ils ont le moral bas. Puis moi j'ai été obligé d'avouer récemment à ma gang auto que je l'avais plus ce sentiment-là de je vais foncer puis je vais réussir. J'avais un peu un sentiment de j'ai perdu l'énergie puis le désir de vouloir trouver des solutions, même que je trouvais que les gens s'attachaient à moi comme une bouée de sauvetage, puis moi, j'avais un peu l'impression de caler autant qu'eux autres. Même si j'étais outillé, j'étais polyvalent, j'avais un feeling de caler, puis je pense que tout le monde qui écoute ce podcast-là va se dire, c'est comme ça que je me suis senti aussi, mettons, par rapport à mon travail ou à ma famille. Je me suis pas senti relevant, je me suis pas senti capable de trouver des solutions. Moi, je me suis senti pendant un certain temps comme part of the problem, tu sais. Puis, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans cette situation-là, incluant toi aussi, qui se disent, ben voilà donc, ça me ressemble pas. Puis je pense que c'est ça l'effet d'une pandémie. L'effet d'une pandémie, c'est même les gens résilients, polyvalents comme toi et moi, qui devraient avoir du power et de l'énergie. On a pu probablement se sentir aussi tous un peu sans solution. Ça, c'est rare, ça nous touche beaucoup, ça. Ah non, écoute, sans solution. Puis même que ce que je trouvais plate, c'est que les poster child pour ce qu'on vivait, c'était des gens qui n'étaient pas super bien placés pour en parler. Puis je vais, tu sais, sans lancer des rushs à quelqu'un, c'est que c'est très difficile pour qu'une artiste qui est chez une des plus grandes boîtes de production au Québec, qui a probablement des tunes qui jouent plus que n'importe quel autre artiste, qui vient dire comment je vais faire pour rester quand des gens comme toi puis moi qui œuvrent dans une industrie plus niche, des artistes qui œuvrent dans des industries encore plus niches que nous, eux, ils doivent se poser la fucking question, puis tu sais, tel, c'est comme mais qu'est-ce que je vais faire? Ben tu sais, c'est comme là ce qui arrive, c'est que le public at large associe cette artiste singulière là à toute la gang et là applique une loi sur tout le monde que the match-ups comme Telbin, c'est toute la même gang puis c'est tous des bouffeurs de subventions puis ils se plaignent devant le plein puis c'est pas vrai, mais c'est pas vrai du tout. C'est un classique aussi que les gens vont essayer de se sauver la peau avant de sauver la peau des autres. On est d'accord. Quand ça c'est arrivé, tout le monde a dit tout le monde peut couler tant que moi que je coule pas. Fait que bref, ce sentiment-là, ça a été un sentiment pour moi que j'ai senti comme de la division dans la population. J'ai même senti une division à l'intérieur même de notre industrie culturelle. Fait que les gens qui faisaient de la musique overall, qui étaient comme, tu sais quoi, tout le monde va être touché, mais si moi je peux m'en sortir, fuck les autres. Là, j'ai trouvé ça difficile, j'ai trouvé que ça manquait d'unité. Là, on rajoute là-dedans les conflits mondiaux. Après ça, tout le monde a un avis. Tout le monde est un expert maintenant en racisme. Tout le monde est un expert en politique. Tout le monde est un expert dans tout. Tout le monde a un avis dans tout parce que tout le monde est à la maison avec une angoisse. Puis tout le monde veut parler de ça. Tout le monde veut donner son avis. Mais c'est difficile. Il y a pas d'unité. C'est difficile de trouver des solutions. Les gens se sentent pas capables d'être rationnels. Puis là, les artistes là-dedans, eux autres, ils composent des tunes, mais ils composent des tunes sur le COVID. Mais c'est pas ça, tu sais, que t'es pas... Toi, là, quand t'es un artiste, je comprends que là, présentement, t'as envie de t'exprimer sur comment le COVID te touche. Mais c'est pas à coup de chansons de « ça va bien aller » qu'on va continuer d'être pertinent à long terme. Je veux dire, je l'ai compris quand les artistes, les premières semaines, ils l'ont fait. Mais dis-toi que
à chaque fois qu'il y a une tragédie ou il y a des trucs comme ça, les artistes se mettent à écrire des fois des chansons qui sont plaster, comme tu disais tantôt. Mm-hmm. Les shows virtuels, c'est des plasters. La réalité, c'est qu'au fondement, nous, comment on fait pour écrire Imagine? Comment on fait pour écrire Let It Be? Ces chansons-là qui existent depuis toujours passent à travers les pandémies, passent à travers les grandes tragédies, puis c'est des sujets qui vont ramener la population à s'unir. Parce que si tu dis à tout le monde, calmez-vous, prenez une respiration, ensemble, on est capable de trouver une solution, mais ne laissons pas la panique s'emparer de nous, tu sais. Mais si tu veux faire des chansons qui parlent un peu de ça, qui réunissent les gens sur 30 ans, ça veut dire que tu es un artiste qui va passer à travers les âges. Si ton métier est polyvalent puis que tu arrives à... OK, mais si tu es trop dans le moment présent, dans le immédiat, dans la nécessité d'attention immédiate, si tu es un artiste qui est comme « Oh my God, ça fait une semaine qu'on est en confinement, j'en peux plus, qu'est-ce que je vais faire, pauvre moi? » Puis que là, tu sors puis tu dis « Pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. » Puis là, tu fais un live, une entrevue, un podcast, une affaire, une chanson sur le COVID. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, le public, c'est normal qu'ils finissent par dire c'est n'importe quoi. Mais si tu écris Let It Be, par exemple, des Beatles, peu importe le moment où ce que tu l'as écrit, 40 ans plus tard, les gens ils vont l'écouter, ils vont dire ça, c'est une bonne chanson, no matter what. T'sais. Fait que faut faire attention de ne pas rentrer dans la facilité, faut faire attention de ne pas être trop dans le conflit, faut quand même être capable de prendre un pas de recul. Moi, je suis content de savoir que toi et moi, on est capable d'être polyvalent puis de tranquillement passer à travers ces époques-là. Mais tu sais, je pense que ce que je souhaiterais beaucoup, c'est que même les artistes fassent un pas de recul un peu sur leur propre carrière et tout, puis qu'ils fassent attention à ça, tu sais. Ben, pour appuyer ton point, dans le fond, c'est que, comme tu dis, ce que je veux être certain, c'est que, tu sais, moi, demain matin, je vais écrire des tunes. Hier, j'en ai écrit. Tu sais, la vie va continuer pour moi. C'est sûr que tout ce qui se passe autour de moi, ça m'affecte. Tu veux dire, tu sais, j'ai du skin in the game. Tu sais, puis tu peux pas en vouloir à un artiste de s'exprimer. Tu sais, c'est ça la beauté. C'est tout le monde est différent. Tout le monde a une façon de faire. Mais t'as absolument raison. C'est que, tu sais, si on est en mode solution, puis on est en mode qu'est-ce qu'on va faire, what's next? Ben la chose la plus importante, c'est se regarder vers l'intérieur. Look at yourself and go. Qu'est-ce que je faisais qui était vraiment que je prenais pour acquis? What can I really cut away here? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire, que ce soit mes coûts, le temps, et justement, tu sais, prenons ce moment-là pour faire de l'introspection pour être meilleur. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est malheureusement pas facile pour tout le monde de se faire look each other in the face, puis faire OK, well, peut-être ce que je faisais, c'était peut-être pas la meilleure affaire, puis ça a pris une pandémie pour le voir. Puis je suis le premier à l'admettre que, comme je dis avec Kamakazi, quand toute l'histoire de la pandémie est arrivée, puis que je passe à l'avenir, je suis comme OK, ben clairement, j'avais besoin de penser à comment j'allais faire les affaires, mais encore plus maintenant. Encore plus, je dois get back to the drawing board. Puis chose certaine qui va rester. Moi, Steve et Carl, on veut écrire les meilleures tunes possibles, on veut faire les meilleurs clips possibles, on veut faire les meilleurs shows possibles. Fait que COVID ou pas, c'est ça notre but, puis on essaie de rester sur cette lignée-là. Fait que oui, ça va peut-être prendre plus longtemps, peut-être ça va être quelque chose qui on va être obligé de patienter, les fans vont être obligés de patienter, puis avec Rouge Papier, puis tu sais, encore une fois, le but du podcast aujourd'hui, tu sais, je sais qu'on a parlé beaucoup de la COVID, c'est le fun, dans le sens que je suis content de t'en parler parce qu'on s'est pas vu depuis. T'sais, on s'est pas parlé depuis, fait que ça fait du bien de reprendre, mais je pense que les gens gagneraient, quand tu parles de ton expérience, je pense que les gens ils gagneraient de savoir d'où ça vient, parce que veux pas, je pense que les gens qui l'écoutent, surtout qui vont être fans de toi, vont le comprendre. Tu sais, t'es quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire de la musique québécoise. Puis je pense, je sais pas si le monde te le dit, mais pour quelqu'un qui connaît pas bien ça, moi je le remarque, l'impact que tu as eu pour le rock. Non, c'est vrai. Puis ce qui arrive, c'est que les gens ne comprennent pas comment t'es arrivé là. Tu sais, dans le sens que ils voient un Jesse Fish maintenant 15 ans, 20 ans plus tard avec Slam 10. Ah ouais, tu sais, lui, c'est le gars du rock, mais le monde ne savent pas d'où que c'est parti ou nécessairement prend pas la peine de savoir, mais c'était pas tout le temps Jesse Fish, le label rock du Québec, c'était Slam 10, puis c'est là que tu vas être quand tu fais de la franco. Tu sais, fut une époque. Puis je pense que le podcast servirait, pour moi en tout cas, j'aimerais que les gens ils se connaissent cette histoire-là beaucoup plus sur toi, puis de prendre la peine de connaître Jesse Fish, puis comment toi, avec la sagesse que tu as face à ces sujets-là, la réflexion que tu as eue ou que tu as, ça part de quelque part. Ben, c'est le fun de pouvoir mettre le monde en contexte. C'est vrai que ça m'arrive souvent de faire des genres de conférences ou je donne des cours des fois où est-ce que j'essaie de faire une mise en contexte. Mais il y a aussi des fois, chez moi, je me pose des fois un peu la question, c'est quoi vraiment qui m'a amené jusque-là? Parce que je peux raconter l'histoire comme je m'en souviens, mais c'est vrai qu'il doit y avoir des gens qui m'ont connu dans ma vie qui doivent se dire, mon Dieu, c'est pas ça la perception que j'avais. T'sais. Bref, si j'essaie de faire ma perception de l'histoire, mais qui est peut-être pas la perception des autres, c'est pas mal juste l'histoire d'un kid qui fait de la musique, puis qui sent
qui sait qu'il est un nerd, là, tu sais. Je sais pas ce que je veux dire, là. Quelqu'un qui le sait qu'il est nerd, puis qui est pas vraiment... Que les gens, ils se disent pas, tu sais, lui, so cool. j'ai confiance, tu sais. Fait que, autant que t'es à l'école secondaire, tu sais, moi, je me suis parti à un band quand j'avais 12 ans, parce que je trouvais que j'avais pas d'identité, mais quand le band a eu lieu dans ma vie, là, les gens ils disent ça, c'est le gars qui a un band à l'école. Mais sauf que ça te rend un peu nerd. Puis là, ça dure longtemps. Puis après ça, t'as comme l'espèce de désir que, je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire, que les gens arrêtent de te regarder comme quelqu'un d'ignorable. T'as envie de compter. Puis ce désir-là de vouloir compter aux yeux des autres puis de pas être ignorable, fait qu'éventuellement, tu te dépasses. Puis je pense que moi, je suis pas quelqu'un qui était bon naturellement tant que ça dans grand-chose, mais j'avais certainement le goût de ne pas être ignoré. Puis ça m'a poussé à devenir bon dans des choses que j'ai entrepris, mais juste par les efforts, puis pas par talent. Fait que donc, je suis comme un peu un nerd qui s'est dit à un moment donné, je suis tanné, là, tu sais, d'avoir l'impression que les gens me regardent comme si j'étais... nobody. Là, parce que la musique, ça me donnait une identité, mais ça me rendrait pas tant utile. Là, le temps a passé, puis j'ai été au cégep, j'ai rencontré du monde, j'ai eu des expériences, puis je pense que si je suis capable de faire comme un résumé des 10 premières années, ça a été, j'avais un band, mais j'étais un nerd, j'avais envie d'être accepté. Fait que j'avais rien de naturel, mais j'ai travaillé très, très fort pour réussir à atteindre des objectifs que d'autres peuvent atteindre très facilement. Puis l'exemple clé, c'est, mettons, normalement, les artistes savent bien chanter, là, tu sais, comme ils ont un talent naturel, puis les parents disent « Oh, tu chantes bien, tu devrais faire ça dans la vie. » Fait que ça, c'est un talent naturel que moi, mettons, j'avais pas. Jouer de la guitare, de la bass, jouer de la musique, c'était pas quelque chose que j'avais naturel. Même encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec les accords, tout ça. Donc, j'ai personne qui m'a dit « Ah, ça, t'es bon là-dedans. » Fait que moi, je suis le portrait typique d'un nerd qui aimerait ça se faire accepter, qui est pas bon naturellement dans quelque chose, mais qui a tellement le désir de ne pas être ignoré qu'il travaille vraiment fort pour devenir quelque chose d'utile. Ben, c'est cool. Ben, pas juste ça, puis juste pour les gens qui écoutent, ce que vous avez entendu, vous pouvez calquer à ma vie, c'est carrément la même chose à quelques années d'intervalle. Et l'affaire qui est le plus drôle, on vient de la même ville, la petite ville de l'Île-Bizarre, de la même école secondaire, on a fait les mêmes. Fait que tu sais, quand le monde, quand on se niaise et on dit Papa Bear, Baby Bear, c'est parce qu'on aurait pu être grand frère, petit frère, parce que ce que Jess, tu viens de compter, puis je le lance, c'est exactement la même chose que j'ai vécu. Je savais que tu allais te retrouver là-dedans. Tu sais quoi, Nick, je pense que tout le monde n'est pas les seuls. Je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça. Il y a plein. Ben oui. Probablement que Kurt Cobain, c'était ça aussi. Probablement que les Paul McCartney, c'était ça peut-être aussi. Tu sais, c'est-à-dire que les musiciens sont pas tous des naturels puis des virtuoses. Les musiciens sont souvent des outcasts. Ça commence même des fois plus avec une attitude qu'un talent musical. Exact. Mais la musique, c'est un chaos, puis c'est pas fait pour être juste technique. Donc, je pense que moi, je proviens de cette espèce de zone-là. Puis, c'est vrai qu'en 2002, j'avais déjà booké beaucoup de spectacles avec mes amis au cégep. J'avais pris un peu d'expérience quand même. Mais j'avais mon band, j'avais envie que ça marche. Puis, évidemment que depuis longtemps, le monde disait que mon band n'était pas bon. Fait que le jour que j'ai décidé de me partir un label, c'était pour pas attendre après personne, puis moi-même essayer de prendre en charge ça, parce que le talent naturel était pas là, mais par contre, les idées étaient là, puis on a travaillé très, très fort. Puis pour quelqu'un qui avait pas beaucoup d'expérience à 22 ans, 23 ans, l'entreprise, puis mon premier album avec Extérieur est sorti. Puis dès le jour 1, la première tune qu'on a sortie est devenue un hit. Un hit que, en fait, tout le monde aurait dit « Arrêtez de faire de la musique, en fait, c'est ridicule ». Mais on est tombé dans un moment où ce que les gens étaient comme « Non, finalement, ça me plaît ». Puis je peux pas l'expliquer, mais il a fallu que j'apprenne sur le tas. Puis là, 17-18 ans plus tard, j'ai appris le métier sur le tas, tu sais, d'avoir un label, puis d'être un musicien, puis d'être un musicien professionnel, puis comme de jouer de la musique, puis d'écrire des chansons, puis d'essayer de donner le goût aux artistes, d'en faire encore, leur donner une perspective, essayer de comprendre. J'ai pris de la maturité, c'est sûr. Ma vision de la musique n'est pas la même. Je sais que j'ai des archives vidéo de moi dans le temps qui composent des tunes avec Extérieur, puis ça vole pas haut, tu sais. C'est pas très bon, on n'est pas très drôle, on n'est pas tight. Puis je me dis, c'est impossible que ces kids-là, qui sont des nerds carrément, réussissent à avoir une grande carrière musicale, tu sais. C'est très, très peu probable. Mais la force des choses étant que le travail est devenu plus important que le talent. Là, éventuellement, on s'en est vraiment bien sorti. Fait que les gens, ce qu'ils savent pas de moi, dans le fond, c'est... Mais ils ont peut-être un peu l'impression que j'ai toujours été bon pour parler comme ça, puis comme mettre en contexte, tout ça. Mais la réalité, c'est que j'étais plutôt pas habile. Je disais beaucoup de marde.
j'étais pas très intelligent, j'étais définitivement pas un intellectuel, puis je me pensais drôle, puis j'étais pas drôle en plus. Puis avec le recul, je regarde tout ça, puis je me dis, ouais, effectivement, j'ai été mardeux parce qu'il y a pas beaucoup de chances que ça marche. Mais encore une fois, prends tout ça, calculé à moi, c'est la même audite affaire, mais quelques années de différence. Mais tu sais, non, mais c'est just, puis je vais te lancer des fleurs parce que tu le mérites, là, mais c'est carrément ça. C'est que les gens qui comprennent pas, c'est que toi, t'as pas attendu après personne, t'as appris sur le tas, puis à cause de ce que t'as fait, t'as permis à des gens comme moi de profiter de récolter les profits de ça. Puis je dis ça dans le sens que moi, comment j'ai appris à faire de la comptabilité en tournée, c'est toi. Parce que t'as fait de la comptabilité probablement au début, tu as appris tes erreurs. Moi, j'ai appris la version révisée. Comment faire un vidéoclip? J'ai fait ça avec toi en premier. Toi, t'as dépassé pour faire des vidéoclips sur la pellicule avec la coloration et tout. J'ai appris de là. Faire les entrevues, je dis tout le temps cette histoire-là. Mes premières entrevues radio étaient horribles parce que j'avais aucune idée qu'est-ce que je faisais. Puis tu m'as appris comment fucking prendre le contrôle de mes entrevues, puis dire aux fuckers que non, c'est pas du Simple Plan, tabarnak, c'est pas... Mais tu sais, c'est comme... Quand la question, c'est quoi ta couleur préférée, tu twists ça vers, by the way, j'ai un album qui sort. Parce que si c'est pas la question, ça s'en va nulle part. Mais c'est ça. Puis tu sais, ce que je veux dire, c'est que les gens à la maison qui écoutent, c'est ça, c'est que toi, we say in English, you've paved the way for others. Mais en faisant ce que tu as fait, surtout à la hauteur que tu l'as fait, à la grosseur que tu l'as fait, tu as vraiment donné un path pour les gens plus DIY au Québec, surtout dans la francophonie, parce que c'est chose aussi que tu as prôné tout le long, puis c'est à ton honneur, puis moi, ça vient d'un anglophone, c'est que tu as tellement bien poussé la langue française en étant quelque chose qui en valait la peine dans le rock. Parce que moi, tu le sais très bien, au début, I don't want to fucking touch it. Non. Moi, j'étais comme pas question que je chante en français, no fucking way. Mais tu as rendu ça alléchant, tu as rendu ça intéressant, ça m'a, tu sais, je veux dire, oui, c'était entre rien ou un contre-disque. Hey man, prends tes tunes que tu fais déjà, chante. Mais tu sais, pour qu'on soit rendu à ce point-là, t'as dû tester le marché. T'as dû prendre tes tunes, puis l'amener, puis faire, puis tu sais, c'est quoi les radios qu'ils veulent, c'est quoi le format, à qui tu dois taper tes albums. Fait que, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que qu'est-ce que t'as fait? Je pense que les gens réalisent pas que ça a vraiment paved the way pour ce style-là, pour le rock, l'alternatif au Québec. Parce que veux pas les gens qui le font encore aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. T'es un des seuls. Puis it's a testament to how you persevered. Puis comme dit on n'est pas des musiciens avec le talent inné. Le monde va nous dire tout le temps, non, t'as un talent inné, mais je suis le premier à faire. Non, c'est parce que j'ai le goût d'apprendre plus. Dans le fond, t'as du monde qu'eux, ils ont même pas de besoin de se lever le matin, à se mettre de quoi dans les cheveux, sont beaux, sont bons. C'est pas notre cas. Mais ça a donné notre éthique de travail. Puis moi, j'ai profité de ton travail parce que t'as fait you paved the way. Tu m'as appris comment le gérer. Oui, là, j'ai fait mes preuves d'expérience. Mais l'important, c'est ça. Les gens ne donnent pas assez de crédit sur le fait que qu'est-ce que tu as fait à l'époque et comment tu l'as fait a vraiment marqué les gens puis a permis à plusieurs bandes de se démarquer puis faire leur chemin. Je pense qu'on peut être d'accord aussi pour dire que moi, j'ai été nourri par les gens qui se disaient « Oh boy, lui, Jess Fush, son label, son band, ça marchera pas. » Fait que ça, dans le fond, moi, ça me motivait à en faire plus, à leur prouver wrong, tu sais. Non, mais c'est un peu l'histoire de vengeance, tout ça. Quand t'es un nerd, tous des tunes de vengeance. Quand t'es un nerd pis que les gens croient pas en toi, tu veux te venger, tu veux leur prouver wrong. Puis hier, j'en parlais, je disais, je pense que la première fois que j'ai parti vraiment mon entreprise, puis que je suis allé l'enregistrer au registraire des entreprises quand j'avais 17-18 ans, c'était juste de la vengeance envers un ami qui avait abandonné un projet avec que j'avais, puis j'étais comme, tu vas voir, moi, je vais le faire pareil. Tu sais, c'est un peu comme une réaction à des gens qui croient pas en toi. Yeah. Enfin, tout ça est un levier. Puis le jour que quelqu'un me dit, voyons donc une chanson sur les Whippets, puis moi, je me dis, pourquoi pas? Mais là, je suis encore plus motivé si le monde me dit, ta gueule avec ton band. Là, moi, je suis comme, non, je vais le faire, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent aussi que tous les invités que tu as eus à ton podcast depuis le jour 1, c'est rarement des gens qui l'ont eu facile. Tu sais, j'écoutais celui-là de Heather, tu sais, qui était animatrice de radio. Combien de fois dans le podcast, elle disait qu'elle faisait plein de moves, mais tout le monde était comme, t'es pourri. C'est ça, c'est... Quand j'écoutais le podcast, je me disais, Heather B, elle a quand même eu le morning show ici à Montréal, tu sais. Ouais. Mais quand tu l'as eu en entrevue, ce qu'elle disait, c'est, elle a fait 2000 km pour se trouver un job dans une radio,
puis ils l'ont écouté, puis ils étaient comme, bon, tu vas faire 3 heures la nuit entre minuit, puis 3 heures le samedi. Tu sais, c'est le pire spot, là. T'es tellement pas bonne qu'on te donne le pire spot, puis en plus, sur plein d'années, tu vas faire plein de preuves de volontaire, mais on te donnera quand même pas un show. C'est de la résilience, là. Puis je pense que l'entrevue que toi et moi on fait là présentement, c'est peut-être ça le sujet aussi, c'est con, mais c'est la résilience que les gens ont des fois pour atteindre des objectifs. C'est pas dans la facilité nécessairement. Là, les plein de gens qui vont dire c'est facile, vous vous trouvez bon d'avoir eu des résilients. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un dénominateur commun pour tout le monde d'avoir passé à travers des épisodes où les gens t'ont dit why au lieu de why not. Puis ça, j'ai souvent dit ça. Les gens qui t'entourent vont tout le temps te dire pourquoi tu fais ça. Mettons, je me porte un band, pourquoi tu fais ça? Je vais me mettre un mohawk, pourquoi tu fais ça? Je vais me mettre les cheveux bleus, pourquoi tu fais ça? Là, c'est même, je pense que je vais aller faire de la tournée, je vais me partir un label où je vais faire un dessin animé, je vais faire un épisode. Là, tout le monde veut te mettre en doute parce qu'eux, ils n'ont pas d'engagement d'essayer de te mettre en doute. Par contre, si tu t'entoures de gens qui vont dire why not? Ce que moi, j'ai fait avec toi, puis que toi, t'as fait avec moi. Moi, je t'ai dit, pourquoi tu chantes pas tes tunes en français? Puis toi, t'as dit, why not? Ça t'a donné une opportunité que d'autres n'ont pas fait. C'est pas tant à cause de moi, c'est plus toi qui as pris cette décision-là de dire, why not? Puis là, tu l'as fait. Là, on fast forward, c'est facile de faire les conclusions aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas facile pour toi de dire, je vais accepter de chanter en français, mais tu t'es mis dans une zone why not plutôt que why. Exact. Puis ça t'a aidé. Moi, dans mon cas, à moi, c'était, je pourrais être intéressé à Pro Lead. Puis à un moment donné, je me suis dit, why not? Puis à un moment donné, je me suis dit, why not? T'sais? Fait que là, on a travaillé ensemble éventuellement, même si toi, t'étais pas à la base le gars qui était le meilleur writer en français, je me suis quand même dit, why not? Et aujourd'hui, dans le palmarès des albums chez Slamdisc, physiquement, on a vendu plus de 5000 copies du premier album de Kamakazi. Il y a peu d'artistes au Québec qui ont vendu physiquement plus de 5000 copies de leurs albums. Là. Non, c'est non seulement ça, c'est que, tu sais, comme tu dis, ma carrière, je la dois à comme tu dis, cette attitude-là de why not. Puis, tu sais, évidemment, c'est facile des années plus tard de faire les conclusions. Moi, je dis tout le temps, I met my wife. I have kids now. Tu sais, comme la vie que j'ai en ce moment vient de cette décision-là de faire du français parce que ça m'a amené tellement des opportunités. Tu veux pas, tu parlais du cartoon tantôt. Je peux pas avoir le cartoon si j'ai pas vécu ma carrière de musicien avec tout ce que j'ai vécu. Puis, tu sais, tu parlais tantôt aussi de comme la motivation, puis t'as absolument raison, je suis motivé par la même affaire. Oui, oh, you can't do it. Oh yeah, watch me. Mais non seulement ça, c'est qu'une affaire qui est arrivée dernièrement, qui m'a aidé à vraiment placer comme il faut mon focus aussi, c'est d'accepter un peu the flaws of who you are. Fait que, tu sais, moi, un désir d'être aimé, c'est quelque chose que beaucoup d'artistes sont pas capables de s'avouer. De s'avouer que, à la base, des fois, on est motivé par le désir de se faire dire qu'on est bon et on est beau. Puis, le point de départ, ça peut être que on peut passer des heures avec un psychologue pour voir c'est quoi la raison. Mais l'important, c'est de reconnaître que des fois, oui, j'ai goût qu'on me tape dans le dos puis ça me motive. Ça veut pas dire que c'est wrong. C'est juste d'être capable de l'avouer puis de l'utiliser à ton avantage. Fait que, comme tu dis, d'être capable d'avouer que notre volonté de contredire les gens, c'est un motivating factor. It's okay. Puis, if anything, je suis le premier à le dire. Oui, c'est absolument vrai. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est malgré ces défauts-là, entre guillemets, il y a un vrai amour pour le craft. Puis ça, c'est quelque chose que dans mes podcasts, puis juste avec toi, on en parle souvent off the record, de comme notre amour pour écrire, comment faire la composition de la vidéo. Juste les vidéoclips, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, de parler comme nos films préférés, nos réalisateurs préférés, comme les Kevin Smith of the world, des affaires du genre. Fait que pour moi, c'est ça, c'est que ta carrière, puis on peut parler d'Extérieur, puis un petit peu la genèse de ça, puis qu'est-ce qui t'avait après, mais tu sais, Extérieur, pour moi, en tant qu'anglophone du West Island, I'm like, I don't give a shit, I don't know, tu sais, OK, ils jouent des guides, mais moi, je vais être Blink, là, moi, je vais être d'autres choses. Mais la réalité, c'est que ce que tu faisais était exactement ce que ces bandes-là faisaient, mais sur un autre stage, sur un autre. Puis ça a pris ça pour apprendre. Dans le fond, tu sais, je rêvais de quelque chose, puis je le voyais pas qu'il était devant moi. Tu sais, on pense qu'il est plus loin, mais en réalité, il était devant moi. Fait que pour toi, tu sais, encore une fois, la sagesse de faire, you know what, I'm not going to sing in English, parce que c'est pas ma langue première. Je vais aller avec la langue que je connais bien, je vais aller avec les thématiques que je veux, je vais aller avec mes covers, ça va être des cartoons. Tu sais, something has to be said for that. Dans le sens que ma femme me l'a déjà dit, elle dit, Nick, se mouiller, tu sais, se lancer dedans, tu sais, comme, c'est pas beaucoup de monde sont game d'écrire leurs sentiments sur une feuille puis dire à du monde puis elle dit Chris comme tu réalises-tu que c'est pas donné à tout le monde de genre mettre tes sentiments sur papier puis de non, puis aussi d'accepter le jugement des autres. Là tu disais tantôt
il y a une portion de nous qui veut tellement être validée. Tu dis la tape sur l'épaule, on va être aimé, OK? Le sentiment de validation n'est pas seulement existant chez les artistes. Là. Tout le monde veut se sentir validé. Tout le monde aimerait ça arriver à un job et le boss te dise « T'as bien travaillé aujourd'hui, bravo ». Fait qu'on travaille tout un petit peu pour ça. Ce serait wrong de dire « Ouais, les artistes voulaient juste être validés. » Hey, je pense que tout le monde, dans tous les secteurs, ont un désir de validation à quelque part. T'sais, parce que ça nous fait bien quand quelqu'un nous dit « T'es relevant ». Là, les artistes ont fait ça, puis comme tu dis, c'est pas wrong de le penser puis de dire j'aimerais ça être validé, j'aimerais ça que les gens trouvent que ce que je fais c'est bon. Et quand tu es un artiste, là, tu acceptes d'écrire des choses, de le mettre publiquement, puis que tous les gens ont le droit de juger oui ou non. Genre, j'arrête pas de le dire à tous les artistes, si tu sors un album, tu es responsable d'accepter que tout le monde peut te dire que c'est de la merde, puis tu peux pas te plaindre. Tu peux pas dire que tu es une victime. Si tu veux pas que les gens te disent que c'est pas bon, sors pas d'album. Fait que donc, oui, on a un désir de se faire une tape sur l'épaule et d'être validé, mais en même temps, on prend un très, très grand risque que 5000 personnes nous disent qu'on est poche. Tandis que les gens qui rentrent au travail aimeraient ça être validés par leur patron, mais tout ce qu'ils vont faire comme action va pas nécessairement avoir finalement sur Internet un paquet de monde qui disent t'es pourri. Le risk factor n'est pas là. Oui, il y a un risque à chaque fois qu'on écrit des chansons. C'est pas un risque qui fait que notre vie est en jeu. Et c'est un risque que bien des gens ne seraient pas capables de faire. Et je pense que toi et moi, on a décidé d'accepter la critique. Mais je me souviens très bien qu'au début, ni toi ni moi, on a aimé la critique. Les premières fois que les gens ont critiqué ce que je faisais, ça me mettait complètement hors de moi. Oh, yeah. Le Jessie de 16-17 ans avait aucun contrôle. Puis j'étais comme... Vous comprenez pas ce que j'ai dans la tête! Donc, ensuite, je comprends très bien qu'il y avait aussi une prémisse de... C'est moi qui ai volontairement essayé de mettre de la musique. Je veux dire, il faut que je comprenne que mes amis à l'école me tiraient des sandwichs parce qu'ils trouvaient que c'était pourri ce qu'on faisait, tu sais. Mais ces mêmes amis-là, à l'époque, après ça, maintenant qu'on a fait nos preuves, ils disent « Non, vous avez toujours été bons. » C'est faux, on n'était pas bons. Il fallait qu'on accepte la critique, là, tu sais. Mais c'est vrai que j'ai des amis qui étaient comme « Non, on le savait que vous alliez être bons, vous autres, plus tard. » Bullshit. C'était pourri, tu sais. Mais pour accepter ça, puis je sais que toi, la critique au début, c'était difficile. Tout le monde pouvait dire qu'avec le premier album, ça c'est bon, là les fans parlent mon envie, wow, quel cool tune, le clip il est hot, nanana. Là, t'avais une personne dans un média quelque part, genre le voir, qui est comme Kamikaze, bande de merde. Puis toi, t'étais comme pendant une semaine hors de toi, là, tu sais. Yes! Je lis encore l'article, je pense que je l'ai sorti dernièrement parce que quand j'ai vu ça fermait, je dis « Hey, c'est vrai, ils ont parlé de nous! » Genre, je suis comme « Ah, it's true, I got it! » Vraiment, tu sais, c'est ça, c'est que tu retournes et tu fais comme « Oh, fuck, c'est un journaliste-là, tu sais. Fuck lui! » Parce que le pire, c'est que j'ai relu l'article, je fais Yeah, I kind of see what he's talking about now. Tu sais, genre, c'est avec du recul, je fais comme I can see it a bit, OK. Il faut quand même admettre qu'on n'était pas nécessairement si bon que ça, parce que moi, aujourd'hui, le Jesse d'aujourd'hui, il irait voir le Jesse de l'époque et il dirait Come on! C'est genre. Dude, ma femme a déjà regardé des vidéos de moi à l'époque de Pro, parce que moi, avant même d'être dans Kamikaze, on documentait tout avec nos caméras parce qu'on était nerd, puis on savait utiliser des caméras. Fait que j'ai des vidéos de moi à l'école secondaire pour du secondaire en spectacle avec mon band que j'étais sûr allait faire la première partie des Rolling Stones parce qu'on était bons de même. Mm-hmm. Ma femme a dit t'es tellement insupportable, je sais pas comment je fais pour like I would have never loved you at that point in your life. Like holy shit, t'es insupportable. Même chose pour moi. Ah, c'est insupportable. J'étais ignorant, tu sais. Puis je veux pas être dur envers moi-même, mais c'est vrai que si moi aujourd'hui je voyais un Jess Fush arriver, il y a une partie de moi qui a envie de dire sit down, tabarnak, tu sais, genre il y a plein d'affaires que tu dis que ça n'a aucun sens. Puis il y a une partie de moi qui dit, tu sais quoi, vas-y, trompe-toi. C'est important de te tromper parce que tu n'apprendras pas sinon, tu sais. Mais pas juste ça, c'est que moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que ça prend cette énergie-là pour passer à travers. You need that little push to break through the skin. Dans le sens que l'arrogance, entre guillemets, ou l'ignorance, notre attitude à l'époque, veut pas, pour le bien ou le mal, a été un facteur important pour comment on a percé à travers la merde. Parce qu'il y a des gens qui, justement, auraient, tu sais, une mauvaise critique, forget it, I'm done, no, not doing it anymore. Ou, tu sais, parler fort puis d'avoir des opinions, mais tu sais, parler fort, avoir des opinions, puis t'es capable de le mettre dans une toune, mais la toune, elle stick out un peu plus, ça devient pas blanc, c'est brun ou beige comme thématique. C'est comme exemple, écrire une toune sur ta mère c'est une agace, puis écrire une toune sur pas mon tu sais comme you have to be loud and proud to stick out. Fait que, tu sais, comme tu dis, moi j'ai un band j'ai réalisé dernièrement, Civil House. C'est la première fois que je faisais un projet Adult Contempo. C'est un band qui visait d'être tu sais, vraiment plus rythme FM. Puis c'est un band qui avait des bases dans le rock, des bases dans l'alternatif, mais c'était ça leur but. Les kids avaient à peine 16, 17, 18 ans. Ils étaient des anglophones du West Island. Là, c'était clairement, je faisais face à mon passé. Et je sais pas combien de fois que je voulais me tirer une balle sur des affaires. J'étais comme, what
the hell? Like, come on, guys. Like, puis j'ai juste, à un moment donné, je me suis assis, là, puis j'étais avec Marie, puis j'étais comme, this is payback. This is payback for everything I've done to Jesse. This is payback for everybody that's ever tried to help me. I'm living it. I'm paying for it right now. Tu sais, genre, mais tu sais, mais encore une fois, je te lance des fleurs, c'est que tu as passé à travers ça, donc tu as su bien me coacher, tu as su me donner les cues. Tu sais, j'avais à faire mes propres erreurs, mais avec eux autres, je pense que j'ai été capable aussi de leur sauver une coupe de malheur parce que j'ai été capable de dire, I know where you're at, I know exactly what you're thinking, or at least I can understand. Ouais. Voici comment je l'ai fait, voici comment j'ai fait autrement. Fait que tu sais, pour toi, pour les gens qui nous écoutent, là, encore une fois, on peut parler des heures de notre relation, puis c'est sûr qu'on peut passer du temps à en jaser en détail, puis peut-être que ce sera pour une autre fois qu'on va te faire en personne, là, parce que ça, c'est toujours un meilleur venue, mais c'est ça, c'est que j'ai beaucoup appris de toi, puis t'as vraiment fait beaucoup de trucs qui ont permis à des gens comme moi d'apprendre, puis de mieux faire ce qu'on fait, puis tu sais, ce que je trouve le fun, c'est ça, comme tu dis, c'est que la sagesse que tu as aujourd'hui face à certains issues, surtout dans l'industrie, comme tu parles de faire des conférences, tu parles de présenter, d'être un peu une bouée de sauvetage pour l'industrie, parce que veux pas, les gens se posent des questions sur ce qui va se passer, mais tu sais, Jesse, tu peux arriver puis parler puis dire voici ce que je ferais. Ben c'est ça, tu sais, c'est carrément ces éléments-là que tu as vécu, les réflexions intérieures que tu as pu faire au travers des années. Puis même, tu sais, si on peut parler un peu de comme justement la transition extérieure à Rouge Pompier, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans ta vie que tu as dû faire face pour justement faire mieux plus tard. Puis je trouve que les gens devraient connaître cette histoire-là. De la transition avec un band qui, pour moi, a vendu 40 000 albums et plus, extérieur restera... C'est peut-être pas à la hauteur de Kamakazi, beaucoup moins, là, mais marquer l'histoire du Québec en termes du rock, Whippet et les tunes vont être là, puis c'est... Fait que tu pars de là, puis là tu pars un nouveau band. On parle souvent de la Nirvana, Foo Fighters. Ben en réalité c'est ça. Comment tu fais pour Hitting Lightning Twice, avoir un band comme le tien, Rouge Pompier, qui peut faire fucking Festival de Québec devant tout ce monde-là, comme tu as pu faire ça avec Extérieur des années avant. Fait que je trouve que cette transition-là est pas assez known to the public. Ouais, je comprends. C'est une bonne question. Je pense que bon, il y a quelque chose qu'il faut quand même mentionner, c'est des fois on a une certitude. Quand on est un artiste, je suis sûr que ça, c'est bon. Faut qu'on fasse confiance à ça. Mais c'est sûr qu'on va avoir des gens qui vont nous dire, comme Civil House, ils ont des certitudes, puis toi, tu leur as dit, les gars, c'est pourri. Mais s'ils n'ont pas de certitude, ils vont jamais rien atteindre. Fait qu'il y a comme un gaz, là, il y a de l'essence pour le véhicule, à quelque part, qui est cette certitude-là. C'est une confiance artistique, point, final, ou en entrepreneur, mais il y a une confiance qu'il faut que tu aies en toi. Mais les artistes qui n'ont pas confiance en eux, ils font des tunes plates. Ils font des tunes génériques, tu sais. Fait que c'est important aussi de se mettre en danger, d'avoir confiance qu'on va passer à travers un obstacle. Et quand tu n'as pas d'obstacle et tu n'as pas confiance en toi, tu fais des tunes un peu pourries. Puis, je pense que, mettons, si moi aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai l'air de ça, puis que l'industrie fait référence à moi pour le milieu artistique plus abrasif dans le rock, OK? C'est parce que j'ai une certaine confiance en moi. Il y a des obstacles, puis j'ai pas peur des obstacles. Fait qu'un des obstacles dans ma vie, évidemment, c'est le band Extérieur dure depuis longtemps. C'est des vieilles amitiés. Mais à un moment donné, toute chose a une fin, puis l'amitié était plus là. Tu sais, on avait de la difficulté à se percevoir dans le futur. Est-ce qu'on ferait autre chose après ces albums-là? Tu sais, on en ferait-tu un autre? Puis c'était pas mal pour tout le monde, clair, que c'était pas dans ce véhicule-là qu'on continuerait. Sauf que moi, j'avais une certaine confiance en moi j'aime ça, j'ai un obstacle, puis j'ai envie de me dépasser. Fait que pour moi, de recommencer à zéro, c'est un obstacle fun. Je pense qu'il y a plein de monde qui comprennent. Moi, je fais référence à SimCity tout le temps, là. Le jeu SimCity, ce qui était le fun, c'est que tu bâtissais une ville, tu sais. Maintenant, la ville, elle devenait tellement grosse, t'avais juste des problèmes. Trop de trafic, trop de taxes, trop de monde, trop de ci, trop de ça. C'était tellement le fun de juste crisser la marde là-dedans, faire reset, recommencer un blank slate, puis recommencer une ville, OK? Fait qu'il y en a qui vont dire, je comprends pas de quoi ils parlent. N'importe quel jeu vidéo, ce que tu dis, là, je recommence à zéro, là, puis là, je fais plus les mêmes erreurs. Ben, c'est ça que j'ai fait avec Rouge Pompier. Pas en me disant que Extérieur, c'était pas correct, c'était bon, c'était parfait. Sauf que là, j'avais envie de recommencer, puis j'avais envie de le faire from scratch. J'avais envie que ce soit pas facile. Puis je me suis donné des objectifs clairs, une limite. Je me suis dit, un album aux 4 ans, juste un band à 2, less is more. Puis le jour que je me suis dit, less is more, ça m'a permis artistiquement de faire les meilleures chansons, je pense. Ben, pas juste ça. Je pense que tu as aussi eu la chance de créer une relation avec tes fans que même à ce jour, je suis comme tellement impressionné par le care et la générosité que tu as envers tes fans et comment tu les traites
que genre, justement, je pense qu'il y avait une genèse de ça dans l'extérieur, mais t'as pu peaufiner le tout pour Rouge Pompier. Excuse-moi, je voulais pas couper la parole, mais... Non, mais t'as raison. Il y a le désir aussi, évidemment, d'être écouté. On parlait de vouloir être validé. C'est normal, on veut être validé. Tu pars rarement un ban juste pour que personne n'en entende parler. Mais je le dis souvent, ça aussi, mais c'est pas parce que tu fais des tunes et que personne ne les entend que c'est pas de l'art. Il y a plein de gens qui font de la peinture, qui font des toiles, qui les mettent dans le garage et qui exposent pas. Ça veut pas dire que les toiles, c'est parce qu'ils sont pas vus que c'est pas de l'art. C'est de l'art, mais elle est pas exposée. Moi, il y a cette compréhension-là que j'ai d'écrire une chanson et de commercialiser une chanson. Quand j'ai commencé Rouge Pompier, j'avais l'intention de commercialiser des chansons que j'avais écrites dans un format, un véhicule qui s'appelle Rouge Pompier. Et avant, mon véhicule, c'était extérieur. Mais à la base, moi, j'écris des tunes. Puis comme toi, t'en écris plein qui sont pas dans le véhicule Kamakazi, qui sont dans d'autres véhicules. Même que Kamakazi a plusieurs véhicules français-anglais, mais toi, t'écris des tunes, tu sais. Mais t'es sors pas toutes. Il y a des tunes que tu sors pas. Ça veut pas dire qu'elles comptent pas et que c'est pas de l'art. Ça veut juste dire qu'elles sont pas mises en marché. Moi, ce que j'ai compris, c'est la mise en marché de l'art, c'est faire de l'argent sur le dos de l'art. C'est prendre une chanson, la mettre pour le public. Là, il y a des milliers de personnes qui l'écoutent. Il y a des revenus. Les revenus, tu les prends et tu recrées d'autres arts encore avec ça. Mettre de l'art en marché, ça, c'est ma compréhension de la business. Mais il y a purement chez moi quelque chose de, même si tout explose, si la disque n'existe pas, je suis quand même capable d'écrire des chansons. Puis je me valide moi-même d'avoir écrit une bonne tune, même si personne n'a jamais entendu. Fait que Rouge Pompier, c'est ça. C'est ma façon d'encore mieux comprendre ce concept-là. Partir un band, dire je vais commercialiser des tunes que je pense qui se commercialisent à 2 dudes dans ce genre de musique-là. Puis de juste focusser là-dessus, puis de pas m'en faire avec les shows que j'ai pas, les tunes qui sortent pas. Je m'en faisais pas avec les choses que j'avais pas. Je me disais juste focusser sur les choses que je veux. Puis fait que Rouge Pompier, ça a été comme une suite plus less is more, plus réfléchie, puis moins en paniqué parce que toutes les chansons que j'ai faites sont pas sorties. Puis je pense que ça, les artistes devraient comprendre ça. C'est pas grave si t'écris 100 tunes puis ils sortent pas. Mais sur 100, si t'en choisis une dizaine puis t'es sors, c'est pas grave si les 90 autres, personne les entend jamais. Deal avec ça, t'sais. Fait que moi, Rouge Pompier, c'est un peu ça. C'est la suite de Extérieur qui était... Extérieur, c'était je veux tout faire tout en même temps, je veux que tout le monde me valide tout le temps. Tandis que Rouge Pompier, c'est un peu comme une fois 4 ans, on va commercialiser des tunes que j'ai écrites, que je trouve qu'ils valent la peine d'être commercialisés, puis que je m'en fais pas avec le résultat. Mais tu vois, je pense que pour les gens qui sont intéressés, qui sont un petit peu plus inside baseball, qui veulent vraiment décortiquer un peu la business de la musique, puis aujourd'hui, c'est un beau podcast pour en apprendre là-dessus, c'est qu'effectivement, ce que tu dis est une belle approche sur comment gérer un projet. Parce que comme tu dis, avec Kamakazi, j'ai eu la chance, à cause des changements de membres, que oui, il y a eu des réflexions, des changements à faire juste par logistique pure et simple. Tu sais. Puis là, tu vois que moi, Carl et Stivo, la façon qu'on travaille, ça fait maintenant quasiment 6 ans. C'est la formation qui est la plus longue de Kamakazi. C'est la formation que je trouve la plus officielle, évidemment. Puis, tu sais, ça nous a amené des problèmes, des challenges, des façons de faire, puis le kit. Mais comme tu dis, c'est de la compréhension de notre rôle en commercialisation. Tu l'as si bien dit, c'est que tu sais, t'as dit, je vais faire ça, puis advienne qui pourra les résultats. Ironiquement, c'est là que ça marche le plus, puis je le sais, parce que Kamakazi, ça a été ça. Je vais faire des tunes dans une langue que j'ai jamais faite. Je vais les faire de ma façon. Je pense pas à la radio, je pense pas à la j'ai pas les connaissances du format. J'y vais tête première, je vais dire, mets tes mains à l'air au lieu de dans les airs. Je vais tout faire tout croche. Puis, advienne qui pourra, et l'ironie, l'album qui a fucking blow up, puis il a permis le reste qui se fait, tu sais. Ouais. Faut aussi comprendre que les gens qui ont écrit les meilleures chansons dans le monde n'ont pas toutes commercialisé leurs chansons. Je veux dire, Paul McCartney en écrit beaucoup des chansons, mais ils n'ont pas toutes sorties sur des albums. Fait il faut dealer avec le fait là, que tout ne sera jamais parfait. Tu ne vas pas toujours avoir une validation sur tout. Il faut que tu acceptes que le monde trouve que ce que tu fais, c'est pourri. Il y en a plein qui écoutent ce qu'on fait et qui font comme « Ah non, pas encore ces deux-là. Fuck le style rock francophone des années 2000. Pour vrai, allez chier. » Il y en a, c'est ceux qui se disent ça. Ah ouais. Je les comprends. Je veux dire, moi aussi, il y a plein de styles de musique ou de bandes que j'écoute. Je fais comme non, va chier ça. Ça, je trouve que c'est poche. Puis je vais même pas avoir envie d'essayer de trouver ça bon un peu. Fait que je les comprends de dire ça de nous. Ils ont raison, tu sais. Mais c'est ça, le deal avec l'art puis la musique. C'est ça se peut très bien que le monde s'en foute. Ils sont pas obligés de dire c'est pas bon, c'est pas mon genre, mais je dois admettre que techniquement, ils savent chanter. Tu sais, fuck that. C'est pas bon. Tu sais, c'est tout. Fait que moi, avec le pompier, je dealais avec le fait que le monde dise il n'y a pas de baisse dans ce band-là. Fuck eux autres. Tu sais, genre, il fallait que je deal avec ça. Puis, très bien ça. Ça me convient. Genre, je pense que c'est le fun de brasser un peu le monde avec des idées. Ben, un des affaires que quelqu'un m'avait dit à un moment donné, je pense en podcast à propos de Rouge Pompier, c'est qu'il disait c'est like a wrestling crew. C'est comme deux lutteurs.
qui embarquent dans le ring, puis donnent le show de leur vie. Puis c'est vrai que depuis que j'ai entendu ça, mon appréciation et ma vision du projet, je suis comme, it all makes sense now. Tu sais, genre, c'est comme. Mais ce que je trouve le fun, puis c'est ça que je voulais mentionner, c'est pour ça que je l'avais dit auparavant, c'est que votre relation avec les fans est vraiment importante parce que moi, je prends des notes. Parce que je veux pas, la manière que tu gères les attentes, la relation, puis je vais dire ça à tout le monde, la loi des 1000 fans, là, la théorie que si tu as 1000 fans payants, tu peux en faire une carrière, mais je pense que tu l'appliques puis tu dois être rendu à 990. C'est dans le sens que j'ai parlé des 1000 fans tellement souvent dans le dernier mois, c'est fou que tu parles de ça. Dans le dernier mois, j'ai parlé beaucoup du 1000 fans. Là. Ben, c'est l'école de passé que je trouve qui est le plus gagnant, surtout quand tu fais de quoi de niche. Tout le monde est fan de Kevin Smith. Kevin Smith fait des films de Kevin Smith, puis il trouve son crowd. T'sais. Fait que c'est un peu la même chose. C'est que avec Kamakazi, un de mes plus gros problèmes au départ, mais c'est pas un problème parce que je l'aime, là, t'sais. Mais mon deuxième et troisième album, je vois que j'ai tenté de faire plus plaire à tous. J'ai tenté de vraiment aller plus grand public. Ce qui était la chose à faire. Je veux dire, Rena Caché était nominé à la disque. On a fait des affaires, on a eu des plus gros shows. Je regrette pas le move, mais je reconnais le shift qu'il y a eu à ce moment-là. Et avec Foxy Box et Regarde Maman, qui pour moi sont des succès, parce que Foxy Box, le succès que personne s'y en attendait. C'est vraiment, les tunes, c'est des staples de Kamakazi. Regarde Maman, qui m'a permis d'aller plus loin à l'international. Ça m'a permis de faire plus de shows, de faire une meilleure technique de show. Fait que tu sais, c'est comme ces étapes-là dans ma carrière ne seraient pas arrivées si justement j'aurais pas écouté un peu ce qui se passait, justement, de plus écouter les fans puis de justement assumer la niche qu'on a pris. Fait que même avec du Kamakazi dans l'avenir, parce que c'est ça, tu sais, on veut pas, le monde me pose tout le temps la question, qu'est-ce qui va se passer? Pour vrai, officially, I don't know. Everything's open right now. Tout est possible. Y a pas de oui ou non. Mais le fait, c'est que le fait, not the motivating factor, mais chose certaine, on se regarde et on dit, qu'est-ce que nous, on veut faire? Fuck everyone. What do we want to do? C'est quoi que va nous faire triper? Puis, je pense que le plus récent, c'était l'affaire de Loud, la tune de Loud, qui était pour nous autres une manière de faire quelque chose qui nous faisait triper pour le fun. Puis, on a aimé le feeling de ça. Fait que j'ai l'impression que ça va être ça, la façon de faire dans l'avenir pour nous. Puis peut-être que c'est pas ça pour d'autres bandes. Il y a d'autres artistes qui veulent faire des trucs un peu plus formatés, un peu plus prévisibles. Puis pour ça, c'est leur désir de faire de la musique comme ça. Puis dans le fond, je veux pas dire que toutes les formes d'art, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Si ce que tu veux faire, c'est de la pop formatée, pour que le plus de monde possible l'écoute, tant mieux pour toi. T'sais. C'est juste que j'ai comme peut-être juste trouvé que le chemin qui était le plus efficace pour moi était de le plus souvent possible laisser tomber des standards, parce que à partir du moment que tu penses que tu contrôles la musique, à ce moment-là, tu la contrôles pas. Parce que si tu pouvais contrôler la musique et la réaction, tout le monde serait riche avec ça. Si moi j'étais capable, j'ai un label, là, ça fait 18 ans que je fais ça. Okay? Ça fait 18 ans que j'apprends toute la technicalité, puis je me dis, la meilleure façon de sortir un album, c'est demain. Et pourtant, j'ai jamais réussi à battre le succès de Whippet d'Extérieur en 2003 quand j'avais aucune expérience. J'ai jamais réussi à avoir plus gros que ça. Fait que qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant 18 ans? C'est l'inverse de ce qui devrait se passer dans notre cerveau. On devrait rester naïf, nerd, puis cave, comme la première fois. Puis normalement, c'est ça qui fait qu'on fait de la bonne musique, puis qu'on touche les gens, parce qu'on est raw. Mais à partir du moment où on se dit, ouais, mais là, je vais corriger tout ce que j'ai fait pour que ce soit parfait, le monde, ils peuvent voir ça venir de loin, puis là, ils trouvent pas ça. C'est pas pour rien que les premiers albums des bandes sont souvent les meilleurs. Ouais, l'album bleu de Weezer est bon à l'infini, puis tous les albums après Weezer sont un peu moins bons que l'album bleu. Parce que là, ils sont fucking, c'est les meilleurs Weezer, puis ils n'arrivent pas à topper l'album bleu. Il y a les seuls qui ont réussi à faire ça, c'est Green Day, qui ont fait American Idiot, qui était meilleur que Dookie. Ouais. Le seul band ever à avoir fait un album après meilleur que le premier, c'est ça. Tu sais? Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose de raw de nous quand on est des kids, qu'on est des nerds, puis quand tout le monde nous dit vous êtes pourris, qui fait de nous des bons artistes. Et plus on vieillit, plus on commence à jouer un peu sage, nanana. Et avec Rouge Pompier, ce que j'ai dit à Alex, c'est tu sais quoi, on va essayer le plus possible de se mettre dans la merde pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis il y a eu quand même des pas pires résultats. Ben, écoute, encore une fois, puis you don't need me to tell you, ben c'est exactement ça. Moi, je prends des notes à Rouge Pompier. Tu sais, je peux ne pas être d'accord avec, exemple, un choix de style, un choix de mix. Ça nous appartient, c'est le goût. Le goût, ça ne discute pas. Mais chose certaine, je le dis à tout le monde, regardez ce qu'il fait. C'est une des meilleures façons d'entretenir un fanbase, de sortir de la musique, d'être intéressant, puis de juste put a fucking stake in the ground. À un moment donné, en tant qu'artiste, tu veux mettre ton drapeau puis dire c'est ça notre terrain. Puis, comme tu dis,
si tu veux faire, tu veux sonner comme Marc Dupré, là, puis c'est ça que tu vas faire, go for it, fuck, man. Go have a fucking ball. Il y a du monde qui veut entendre ça. Ouais. Mais tu sais, dans le monde, comme puis avec Kamakazi, c'est ça de l'ironie. Ça a pris 4-5 albums pour catcher ça que, you know what, moi, je fais ça bien. Qu'est-ce qui me fait triper? Puis, I gotta stop thinking about it business-wise. Puis, tu sais, je vais utiliser le cartoon comme exemple parce que ça, c'est vraiment, on parle de naïveté, là. J'ai développé une émission de télé. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai comment écrire de la fiction. J'ai étudié là-dedans, mais développer un pitch Bible, puis là, arriver au point où j'ai pitché pour de la télé. Là. J'ai pitché pour la plus grosse compagnie télévisuelle au Canada. Puis j'ai eu un oui. Puis le oui que j'ai eu, j'étais comme, what the fuck? Mais tu sais, si j'étais comme 20 ans plus tard, comme on fait dans la musique. Fait que juste cette expérience-là m'a encore plus motivé que Kamakazi d'être naïf puis d'être fucking tête dans le tas. Parce que Christ, that's what it is. Sur l'X, OK? C'est pas fucking niché pis ça touche personne, là. Ça touche personne qui se souvient que ça existe, OK? Puis toi, tu pitches ça pis le monde sont comme great idea. Moi, je suis comme what the hell? Tous les gens qui font des cartoons, ça va être une famille qui vit des aventures de famille pis c'est ça que tout le monde écoute. Family Guy, Simpson. Exact. Henry Hill, tout le monde, c'est juste ça. Tout est comme non. Des punk rockers à l'X. C'est fucking précis, là. C'est à Montréal, c'est dans une certaine section de la ville, c'est ces gens-là. C'est comme. Ça touche 8 personnes, tu sais. Puis eux autres sont comme, you know what? That's great. Parce que dans un sens, t'as fait confiance à toi. Mais ça aurait pu qu'eux autres ils disent, finalement, on trouve pas ça bon. Ça aurait pu. Mais toi, quand t'as fait ton premier cartoon, t'avais pas l'expérience de 20 ans. T'étais comme, hey, j'ai une bonne idée, je l'essaye. Il y a plein de gens qui auraient pas essayé juste parce qu'ils se seraient dit, j'ai pas la confiance que le monde va me dire oui, fait que je le fais pas. Parce que toi, tu t'es dit, ils vont dire non, pire. Il y a plein de gens qui veulent juste pas être rejetés. Les gens, ils ont peur d'être rejetés, fait qu'ils essayent même pas. Nous autres, toi et moi, on accepte un peu d'être rejetés à défaut d'essayer de faire des choses. Ben, je me rends pas à ce point-là sans la carrière de Kamakazi parce que peut-être à 17 ans, j'aurais été encore plus, peut-être, tu sais, oui, j'aurais été naïf, mais peut-être j'aurais fait, OK, j'ai vraiment pas les chops pour le faire. Mais c'est ça, c'est que ce que j'ai adoré de l'expérience, que j'ai même dit à tout le monde à qui j'en ai parlé, c'est que juste pitcher, ça a été assez. Dans le sens que they would have said no, I would have gotten to that point où que j'ai fait un pitch. Tu sais, d'être dans la pièce puis de fucking lancer une émission de télé, l'univers puis le kit. Fait que pour moi, c'était juste le faire, c'était l'expérience. Fait que d'avoir une réaction positive puis un oui, c'était comme inattendu. Mais pour moi, c'est ça, c'est que ça a juste... Quand je suis revenu, j'avais le goût d'écrire 2 autres albums de Kamakazi, puis j'étais comme, OK, tu vois, j'ai pas tenté de faire... J'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas fait, OK, j'ai fait, what do I want to do? What makes me hard? Puis avec Kamakazi, je dis pas que c'est ça que j'ai fait, d'essayer de faire ça par comédie. Mais tu sais, heureusement, avec Steve Picard, puis je pense que c'est 2 gars qui sont capables de me parler dans le casque pour là-dessus. Je vais dire seulement, ça a l'air weird ce que je dis là. They're my 2 biggest fans parce que ces gars-là me disent tout le temps, come on, Nick, you can fucking do it. C'est des gars, c'est des cheerleaders pour moi. Puis souvent, je leur donne pas assez crédit, comme quoi que ils m'ont poussé dans la bonne direction artistiquement, de comme faire confiance à ce que je fais, puis juste d'y aller, puis pas avoir peur, puis pas me formater ou censurer. Mais si on revient à ce qu'on disait aussi au début du podcast, c'est con, là, mais c'est aussi des gars qui sont parfaitement les haters dans ton band, tu sais. C'est-à-dire qu'on est pratiquement capable de dire que ce que tu fais, c'est de la merde, comme nos amis à l'école secondaire nous disaient que nos bands n'étaient pas bons. Ils n'ont aucune gêne, ils vont même pas un peu essayer de dire ce bout-là est bon, mais non. Ils sont comme, tu sais quoi, ça soque. Puis là, toi, ça te motive à leur prouver wrong. Puis je le sais que depuis le jour 1 que tu as changé de membre dans le band, tout le monde a voulu remettre en question Nick Gagnon et ses décisions. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore Nick Gagnon qui compose des tunes dans Kamakazi puis qui est le levier principal du band puis de l'écriture. OK? Les autres, là, ils acceptent de faire partie du véhicule, mais mon monde est assis en arrière. Puis toi, tu conduis, mais tout le monde en arrière dit « Moi, je pense que tu devrais tourner à droite. Moi, je pense que tu devrais tourner à gauche. » Puis toi, t'es comme hey, là, si tu veux conduire, man, conduis, sinon ferme ta gueule, tu sais. Il y a ça aussi, tu sais. Les amis de l'école secondaire nous disaient « Ton band, là, moi, si j'étais toi, je ferais ça à la place, tu sais. Ouais. » Puis moi, je me dis, il y a quelque chose qui nous a poussé là-dedans à dire « Tu sais quoi, on va te prouver wrong, tu sais. » Puis là, après ça, on s'est trompé plusieurs fois, évidemment. Yeah. Et des fois, quand on s'est trompé, on a appris. Puis des fois, les autres, ça veut dire qu'il y avait raison, puis des fois, il y avait tort, mais on a été fuelés par ça. On s'est pas laissé faire. That's the secret, kids. Get people that hate your band in your band. You'll make the best music of your life. Ton père, depuis le jour 1, tu l'as raconté dans tes podcasts, depuis le jour 1, ton père était comme, tu sais quoi, tu vas être un raté si tu fais de la musique. Puis toi, tu as réussi à prouver wrong ton père parce qu'un jour, tu as amené un chèque, puis ton père ne le croyait pas, puis il a dit, oh shit, ok.
OK, it's for real now. Tu peux prouver à ton père, qui était le premier hater dans ta carrière, qui était comme fuck you que tu vas faire de la musique, est-ce que tu es raté? Puis aujourd'hui, tu es successful artist, tu sais. Mais plus drôle que ça, c'est que surtout en devenant papa, évidemment, ça change ta perception sur comme tes parents, comment ils ont fait avec toi. Tu sais, c'est quelque chose que je pense assez naturel pour tout le monde qui vit cet événement-là. J'ai catché pourquoi que mon père l'a fait à l'époque, pourquoi il était tough sur moi là-dessus, parce que là, je me vois avec mon enfant, mon fils, puis je suis comme, yeah, I want them to have the tools, je veux qu'ils soient tu sais, tu le fais par amour, tu sais, ils font pas parce qu'ils taillent à la face. Mais le plus drôle pour moi, puis c'est un plaisir de la vie maintenant, c'est de voir mon père, là, maintenant, être mon business partner, ou que justement, j'y parle du band, puis qu'est-ce que je vais faire, j'y parle du studio, les réalisations, le cartoon, he's like, c'est un très bon investissement. Toi, t'as fait telle affaire comme il faut, là, puis moi, si j'avais de la, tu sais, là, il est rendu mon business partner, tu préfères front-end ici. C'est comme, on parle d'un gars qui est comme secondaire qui veulent revenir être amis avec toi parce que maintenant t'es rendu populaire. C'est ça, mais c'est comme mon père, c'est comme fais tes devoirs puis lâche la guitare à right, here's what we're gonna do. On va faire un business plan de 3 plans. Finalement, il veut faire partie du projet, là, tu sais. Non, mais tu sais quoi, puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est que mes parents, tu sais, à leur honneur, je pense toi aussi c'est la même chose, c'est que they let us be crazy. They let us go. They let us fail, they let us try it. Puis ça, c'est quelque chose que je leur dis tout le temps, surtout depuis que je suis devenu papa, c'est que c'est merci, tu sais, merci de m'avoir laissé go that way. Puis ma mère me l'avait dit dernièrement, puis ça m'a vraiment touché, elle a dit, you believed in it. Tu sais, how could you say no? You really believed in it and you worked like you couldn't go to bed at night without thinking about it. Tu sais, les parents, à l'époque, on se dit qu'ils sont ignorants et they don't pay attention. Oh, they pay attention. Moi, j'ai tout ce que ma fille dit, ce qu'elle fait, tout ce que mes enfants font, and I care about it a lot. Fait que, en tant que parent maintenant, quand mes parents ils me parlaient de ça, quand j'ai commencé le band, ils m'ont dit, we knew what you want to do. Oh my God, tu sais, on le voyait. Puis je suis comme, and you let me do it. Thank you. Tu sais, genre, c'est beau. Ouais, c'est un peu comme, j'imagine que c'est ça dans tout, tu sais. Si tu vois ton kid essayer de faire du vélo pour la première fois ou du skate puis qu'il se plante, tu veux pas qu'il se fasse mal, mais en même temps, tu dis, fou, s'il se plante, il va mieux apprendre. Moi, je pourrais pas y montrer. Puis aussi, ben, tu sais, c'est con, mais nos parents, c'était pas des musiciens. Toi, tes parents, t'es pas des musiciens, puis rien non plus. Fait que nos parents, ils pouvaient pas nous dire, je pense que mon avis à moi, c'est que t'as du talent, tu sais, il y avait aucune idée. Même en business, en fait, tu sais, je peux pas te dire vraiment que, moi, je pense que j'ai plus un exemple de père qui a failé qu'un père qui a réussi. Fait que toutes les entreprises que mon père a réussi à avoir, tous les essais qu'il a fait, toutes les bonnes idées que mon père était comme, j'ai une bonne idée, on va faire telle affaire. Moi, je pourrais te faire un podcast au complet sur mon père, même si tu capoterais. Il y a des idées qui avaient aucun sens. Puis ça marchait pas. Il y a rien qui marchait. Puis ma mère, elle était un trooper, mais je peux pas dire que ma mère a croyé en mon père, là. Puis en plus, un peu, ma mère était comme, man, je suis vraiment marié avec un gars qui fait non-stop, tu sais. Puis, bizarrement, mon père était résilient. Il se disait, il va réussir. Mais je peux pas dire qu'il a topé des affaires à la hauteur de ce qu'il aurait voulu faire, mais j'ai quand même vu chez lui l'espèce de gars qui se laisse pas dire par quelqu'un, tu vas toujours être un raté. Fait qu'il a toujours essayé, tu sais. Puis peut-être que c'est ça qui m'a permis à moi de réussir. C'est que là, moi, je peux pas dire que j'ai réussi parce que ça, t'es jamais satisfait. Mais l'entreprise que j'ai maintenant, les bands que j'ai eues, les amis que j'ai, les vidéoclips que j'ai fait, bref, tout ce que j'ai entrepris que les gens me connaissent pour, les gens, ils voient ça comme une réussite. Puis moi, je me dis, ouais, si j'ai réussi, c'est peut-être juste parce que j'ai pas accepté de me faire dire c'est poche, tu sais. Well, that's a beautiful sentiment. Puis effectivement, tu sais, j'ai pas besoin de te le dire parce qu'on se le dit souvent parce qu'on travaille ensemble beaucoup, mais tu sais, je veux dire, on est fan de ce qu'on fait un et l'autre, puis tu sais, on se doit beaucoup en toi puis moi de ce qu'on fait nos carrières. Tu sais, les gens réalisent pas aussi ce qu'il y a fut une époque où Kamakazi puis Islam n'étaient pas dans la même boîte, on était ailleurs, puis malgré toutes ces épreuves-là, on a toujours resté ensemble, on a toujours travailler ensemble, on s'est toujours poussé à être meilleur, puis tu sais, ça part du secondaire où que tu vois des anglophones chanter, puis dire si jamais tu chantes en français, on est en train de faire Foxy Box, puis regarde maman, puis remettre Kamakazi sur la map, puis dans le futur pour les prochains projets qu'on va sortir, puis le kit, c'est comme... Oui, il va y avoir des conflits, c'est sûr, dans ta vie, avec tes amis, il va y avoir des gens avec qui tu vas essayer de fighter comme qui a raison, puis on a toujours un peu l'impression, non, c'est moi qui ai raison, toi puis moi, on a réussi à passer à travers des fights comme ça. Mais il y a des amis aussi que tu réussiras pas à récupérer. Tu sais. C'est difficile pour moi de travailler avec certains collaborateurs de l'époque pour plein de raisons. Tu sais. Il y a eu des chicanes qui ont été difficiles, en fait, au point que c'était irréparable. Mais dans tout ça, dans tout ce processus-là, chaque personne, incluant mes ennemis, en réalité, essaye juste de faire du mieux qu'ils peuvent. Tu sais, c'est con, mais j'ai des gens autour de moi que j'ai beaucoup critiqués, que je me dis, la raison pour laquelle on s'est pogné, lui puis moi, c'est surtout parce que lui, il était convaincu qu'il avait raison, autant que moi, présentement, je suis convaincu que j'ai raison.
Fait que je le comprends de garder son point, tu sais. Après ça, ben, l'histoire dira qui avait tort. Tu sais, je pense que de parler de mon père comme ça, puis de parler de nos erreurs, comment il nous en est là, c'est peut-être un peu cliché. Tu sais, tout le monde est comme « failing is the best thing », tu sais, puis on a l'air comme si on était des grands sages, mais tu sais, tout le monde, on sait très bien qu'on a eu, nous, des modèles comme Kevin Smith qui ont été un remplaçant pour notre père, qui avait peut-être pas ces bons mots-là pour nous. Nous, on écoutait Kevin Smith qui nous disait, mettons, tu sais, do something, tu sais, fais-le. Mais c'est vrai que nous, on aimerait ça aussi, peut-être être capable d'être des exemples pour les autres, mais je pense qu'on a encore devant nous toute notre vie pour se tromper encore. Puis probablement, Kevin Smith, quand il a eu 40 ans, il pensait qu'il avait achieved plein d'affaires, puis que là, aujourd'hui, il a 50, puis il dit, ouais, finalement, à 40, je ne suis pas si smart que ça. Fait qu'il faudrait que toi et moi, on soit capable d'essayer de prévoir nos failures du futur, tu sais. Puis de aussi que toi et moi, on va encore se tromper. Parce que là, on a l'air de faire des conclusions sur comment Rouge Papier, puis Extérieur, puis Kamakazi, puis tout ça nous a amenés jusque-là, puis comment Slam 10, puis le comic, ces affaires-là, être père de famille. On fait des conclusions, toi et moi, dans le podcast. Puis on se dit, les gens, ils vont vouloir écouter ça. Mais je pense que qu'est-ce que les gens, ils veulent, c'est qu'on se trompe encore. C'est ça. Parce que ça les fait chier que toi et moi, on parle de nos réussites présentement, puis ils se disent, pas qu'eux autres là, qui sont comme, on a encore réussi dans la vie, puis on tire des conclusions. Je pense que les gens, ils écoutent ça, puis ils se disent, j'aimerais quasiment ça qu'ils se plantent. J'aimerais ça qui marche pas, ça. J'aimerais ça que le prochain Kamakazi soit le pire album sur la planète. J'aimerais ça que le prochain Rouge Pompier soit le pire. J'aimerais ça que Slam Disc fasse faillite. J'aimerais ça que Nick soit un père pourri. Puis que, tu sais, les gens aimeraient ça qu'on fail. Puis il faut que toi puis moi, on se promette d'accepter que les gens veulent ça de nous, puis qu'ils veulent un peu qu'on se plante, parce que c'est comme un fail sur Internet. On aime ça voir les gens en skate tomber, tu sais. Parce que les gens, ils veulent ça de nous, puis il faut accepter ça aussi dans notre rôle de entertainer. C'est qu'on est en train de leur dire, moi j'ai une idée, je vais faire un album, puis on leur présente l'idée qu'on va réussir. La réalité, c'est que les autres, ils veulent qu'on fail, puis il y a des grandes chances qu'on fail. C'est à nous autres d'essayer de leur prouver wrong encore. Tu sais. Actuellement, comme tu dis, tu résumes tellement bien ça, puis c'est aussi focusing on the positive, mais tu sais, it's with great power comes great responsibility. Mais tu vois, on est des créateurs de contenu, faut prendre le bon comme le mauvais. Puis je pense que c'est une des affaires de maturité qui m'a beaucoup aidé. Puis je pense que c'est aussi, c'est d'accepter ces deux choses-là. Les deux peuvent coexister. Si tu te dis t'es bon tout le temps, mais tu vas jamais être bon parce que dans le fond, tu sais pas quand t'as été mauvais. Et l'inverse est vrai. Fait que tu sais, je pense que tu sais, ça prend des tunes moins bonnes pour savoir quand elles sont bonnes. Puis le vrai succès, c'est l'aventure de l'avoir faite. Et non, tu sais, on parle, toi et moi, on a souvent parlé de ça, puis je pense que c'est une belle façon de cloître un peu le tout. C'est que, tu sais, on va pas être satisfait avec une destination. C'est vraiment l'aller le trajet qui nous importe le plus. Puis, tu sais, que toi, dans ta vie personnelle, avec les voyages que tu as faits, avec tous les développements que tu as faits, que ce soit moi avec maintenant My New Life as a Dad, puis le band, c'est que toi puis moi, on va pas être satisfait. On est arrivé, c'est ça, that's it, we're done. Il va toujours avoir un autre album, il va toujours avoir quelque chose d'autre, puis ça, je pense que c'est un des trucs les plus importants. S'il y a une chose qu'on est sûr, toi puis moi, c'est qu'on va jamais être satisfait. Yeah, I think... Le jour que toi, ton podcast, tu t'as fait 15 épisodes, t'es comme, what else? Tu sais, genre... Yeah, c'est ça, what's next? Quand t'en avais pas fait un, t'étais comme, next thing, c'est les podcasts. Là, maintenant, toi, t'es comme, ça, c'est facile. Je vais faire un comic, tu sais. Mais là, année, toi, tu vas être fucking diffusé à Télétoon. Puis le lendemain, tu vas comme, what's next? Let's go to Hollywood. Tu sais, ça va jamais être assez. Ça va jamais être assez. Tes enfants, ils vont avoir, toi, ton enfant, il a genre fucking 0 ans, là. Là, il va avoir 14 ans, puis tu vas être comme, tu peux en faire plus, puis, tu sais, tu t'es reproduit, là, tu sais, c'est fucking awesome, là, puis toi, tu vas être comme, c'est plate. Oh my God. Ouais, c'est a gift and a curse parce que ma femme avait déjà dit ça, puis mes amis, puis je pense que c'est quelque chose qui peut bien s'appliquer à nous deux. C'est que toi et moi, on voit la vie, on voit le monde comme on est des entrepreneurs, dans le sens qu'on regarde quelque chose, puis la première chose qu'on fait, c'est what can I do to do the same? Or what can I build off of this? Il y a certaines personnes qui regardent un film qui font that was a great Reese Witherspoon movie and I enjoyed it. Toi, moi, comme hey, la direction photo est correcte. Si j'aurais fait ça, je pourrais écrire mon propre type de... On est déjà en train de penser à quelque chose comme ça. Puis ça peut être... L'intro du film est commencé. Le reste du film, on est en train de penser à comment nous, on aurait pu faire ça mieux. T'sais. Exact. Ou, même chose que les shows. Ma femme a dit à me tout le temps, je suis comme, je vais voir un show de comme n'importe quoi. Je suis comme, the lighting is really good. La mise en scène. On est pas capable de juste enjoy le moment. Là. On est tout c'est ça. It's a gift and a curse. C'est ça.
Bref, je suis pas mal persuadé que toi puis moi, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de comment être des nerds puis réussir quelque chose, mais je pense que toi puis moi, on a tendance un petit peu de s'asseoir sur le temps puis de dire on a accompli des succès, quand dans le fond, en réalité, peut-être que le toi puis moi, dans 10 ans, va dire on était juste des failures, là, tu sais. En 10 ans, on va peut-être avoir un succès, mais que tout ce qu'on fait maintenant, c'était comme nice try. Dans le fond, pour faire un beau comeback, ça va être le footage qu'on va trouver de nous autres, comme quand on a vu au secondaire. On va se regarder en ce moment dans notre podcast, dire « Est-ce gang d'arrogant? Est-ce d'annoying? » Puis on va être content de l'avoir fait pareil. That's it, man. On va avoir une preuve qu'on a déjà été des nerds et qu'on a continué d'être des nerds tout ce temps-là, man. Oh my God. Well, listen, écoute, je pense que I guess for today, that's the best note we can finish on. C'est vraiment un bon, like, again, comme des vrais story writers, on revient au début, on connecte ça. Mais encore une fois, Jesse, un gros merci. Tu sais, c'est sûr que je disais à tout le monde encore une fois, c'est partie remise pour faire ça de face à face, puis peut-être sur d'autres sujets. Surtout avec toi, je pense que c'est quelque chose que les gens m'avaient posé souvent la question, c'est quand tu vas parler à Jess. Puis je suis content de l'avoir fait, mais comme je te dis, il y a encore plein de choses qu'on peut parler éventuellement. Fait que sur ça, je te souhaite encore tout le succès possible avec Rouge Pompier, avec le nouvel album, avec tous les obstacles qui vont se présenter. Je sais que tu vas les surmonter. Puis I'm enjoying watching it happening. Puis pour les gens qui suivent en ce moment, encore une fois, j'ai peut-être pas besoin de vous dire, mais Rouge Pompier sur les réseaux sociaux, Rouge Pompier sur Patreon. Go and check it out. Suivez-les. Puis ceux qui veulent s'intéresser, voir un peu la carrière, comme je te dis, il y a plein de ressources numériques sur Jesse, que ce soit des entrevues, des conférences. Je vous suggère fortement de faire le tour de tout ça. Fait encore une fois, c'est Nick avec Jesse Fish sur Nick, un podcast de dictionnaire, and I hope to see you all soon. Yes. Bye. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que banpromo.ca. C'est quoi banpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez banpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-Diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com.